des corporations, accompagné par Sylvie Détiolas, docteur Sylvie Détiolas et Jean-Charles Fourier. Et puis nous avons partagé, bien sûr, toutes nos recherches, le fruit de nos recherches, dans ce colloque. C'était une première en Europe, un colloque aussi grand, avec la réunion de personnalités aussi marquantes que Raymond Moody et Ben Alexander pour parler de ces fameuses expériences. Et je suis content de vous annoncer cet après-midi qu'il y aura le même colloque, la suite de ce colloque qui se tiendra à Toulouse le 17 mars. Donc ce sera aussi une grande salle, 1300 places, Casino Barrière, et qu'il y aura dans ce colloque des personnalités comme le docteur Mario Beauregard, qui fait des recherches sur le cerveau et qui a publié pas mal de résultats sur le cerveau des carmélites en prière. Il y aura aussi Grishka et Igor Bogdanov qui nous parleront de la conscience universelle. Alors, ils ne s'intéressaient pas du tout à ces sujets, et puis il se trouve que Grishka a assisté à une de mes conférences que j'ai données à Paris, c'était au théâtre de la Gaîté Montparnasse, et il a été complètement subjugué par ces fameuses expériences. Et là, il dit, il faut faire quelque chose. On va faire une conférence ensemble pour parler du fonctionnement de la conscience. Donc il y aura aussi d'autres intervenants. Il y aura aussi Jocelyn Morisson, qui est un Toulousain que vous connaissez, qui présentera son livre et ses recherches, son livre qui s'intitule La conscience et l'invisible, qui sera publié aussi chez Guy et Daniel, et puis d'autres intervenants que j'oublie, que vous découvrirez. Donc tout ça va être mis en ligne très bientôt. Notre ami Marc Leval d'ABCTOC s'occupe de toute cette logistique, et ça sera mis en ligne, la billetterie, à partir du mois d'octobre. Donc je vais vous parler de cette conscience intuitive extraneuronale, comment j'en suis arrivé à proposer ce concept. Un concept original qui est désormais admis par la médecine. Tout au moins, on a pu le présenter dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée. J'ai dirigé plusieurs thèses de doctorat en médecine sur le sujet, sur ces fameuses expériences de mort imminente, que moi j'appelle expériences de mort provisoire. Et ce sont des expériences qui, quelles que soient les cultures, les religions, les philosophies, sont toujours les mêmes. En gros. Des personnes, au cours de leur arrêt cardiaque, sont capables de quitter leur corps, de décrire les manœuvres de réanimation, de décrire ce qui se passe à distance de leur corps physique, et tout cela avec un cerveau qui fonctionne plus. Les personnes passent dans un tunnel, arrivent dans une lumière qu'ils décrivent comme étant une lumière d'amour, et ils ont tous ces récits, toutes ces expériences. Ces personnes voient des êtres chers disparus, des guides de lumière, Dieu quelquefois. Il y a la revue de vie, des images rétrocognitives. Ils revoient toute leur vie, ils ressentent tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres, comme si c'était à eux-mêmes qu'ils avaient fait ce bien et ce mal. Bref, c'est une expérience bouleversante. Certains vont avoir aussi des visions précognitives. Ils vont deviner ce qui va leur arriver après leur expérience. Ils vont être confrontés à tout un tas d'informations, des informations nouvelles, ils auront l'omniscience. Ils disent, comme disait Jean Morzel, qui est parti maintenant définitivement de l'autre côté, ils disent « je savais tout sur tout, maintenant je ne sais plus rien, je ne sais plus qu'une seule chose, c'est que je savais tout sur tout quand j'étais dans cette lumière d'amour inconditionnel. » Un amour tellement puissant qui balaye d'un revers de main tous nos amours terrestres. C'est d'ailleurs assez vexant pour nous qui restons sur ce plan, parce que nous sommes très malheureux. Bien sûr, les êtres chers qui partent de l'autre côté, ben non, pas du tout, ils sont malheureux que d'une seule chose, c'est de nous voir pleurer, disent-ils. Et là, ces expériences qui les transforment va avoir des bouleversements, évidemment, sur l'entourage. Il y a 65%, ce chiffre est marquant, 65% de divorces dans les 10 ans qui suivent. Tout simplement parce que les objectifs de vie vont être différents. L'être de lumière ou le message qui seront donnés, ce n'est pas du tout les objectifs de vie qui vont être conseillés par cet être de lumière ou les recommandations. L'être de lumière dit « Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait pour les autres? Comment as-tu aimé les autres ?» L'être de lumière ne vous dit pas combien de personnes tu as dirigé dans ta vie,
combien tu as sur ton compte en banque, enfin bref, tous les objectifs de vie que l'on donne pourtant à nos enfants et qui les rendent finalement très malheureux parce que toujours frustrés, on n'en a jamais assez, on n'a jamais suffisamment d'argent, on n'a jamais suffisamment de gens à diriger. Voilà. Donc cette expérience va les transformer, ça va rester l'expérience la plus significative et la plus bouleversante de toute leur vie. Et ils vont nous donner un certain nombre de messages, ces fameux expérienceurs, celles et ceux qui ont connu ces arrêts cardiaques. Donc là, pour la première fois, on a pu proposer, à ma connaissance, dans un document officiel de médecine, une nouvelle façon de concevoir la conscience. Une conscience intuitive extraneuronale, c'est-à-dire une conscience qui n'a rien à voir avec la matière, qui serait en fait, au final, comme un nuage électronique d'informations, comme nos fameux iCloud, et notre cerveau serait finalement une sorte d'iPad ou d'iPhone capable de recevoir les informations. Alors, ce que j'ai proposé, la conscience intuitive extraneuronale, on n'a pas dit que ça fonctionnait comme ça, mais on a dit que c'était une hypothèse. Et nous avons opposé l'hypothèse matérialiste du cerveau sécréteur de conscience à l'hypothèse extraneuronale, à la conscience intuitive extraneuronale, une conscience qui serait complètement dissociée de la matière. Cette thèse de doctorat en médecine, c'est François Lallier qui l'a présentée. Quand on dit que les thèses, peut-être vous avez vu une émission de télévision, on me disait mais c'est plus une thèse c'est une formalité, c'est rien du tout. Non, il a travaillé pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il a interrogé 118 personnes qui avaient été victimes d'arrêt cardiaque et il en a retrouvé 18 qui avaient fait la fameuse expérience selon les fameux critères de Grayson. Encore que là, il y a beaucoup à dire sur ces fameux critères de Grayson. Vous savez, ce sont des questionnaires où on coche oui, non, avez-vous passé dans un tunnel, oui, non, avez-vous connu les lumières, etc. Et s'il y a un certain nombre de choses qui sont validées, on décrète que la personne a fait une expérience significative. Il y aura à dire, parce qu'il y a des gens qui ont simplement vu un défunt, ben avec les critères de Grayson, ils ne font pas partie des expérienceurs. Je trouve ça un petit peu quand même réducteur. D'autres chercheurs, comme Sam Barnia, qui travaille en Angleterre, est tout à fait de mon avis. Donc cette thèse a quand même été validée, et non seulement elle a été validée, mais elle a reçu la récompense maximale, c'est-à-dire félicitations du jury et mention très honorable. Donc c'est dire quand même que ce n'est plus quelque chose de fantaisiste de parler d'une conscience totalement libérée de la matière. Parce qu'en fait, nous avons un problème, nous avons un sérieux problème à résoudre et il n'est pas récent. En fait, depuis mars 2001, on sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat. Avoir un électroencéphalogramme plat, ça veut dire ne plus avoir de conscience. Quand on a un électroencéphalogramme plat, on n'est plus capable de voir, de sentir, de comprendre, de mémoriser quoi que ce soit. Le cerveau ne fonctionne plus. Okay. Là, nous avons des personnes qui, au cours de leur arrêt cardiaque et de leur réanimation, ont été capables de décrire non seulement les manœuvres de réanimation qui étaient prodiguées pour que ces personnes soient sauvées, mais ont été aussi capables de décrire ce qui se passait à distance de leur corps physique, dans une autre pièce ou à des kilomètres de là. Et lorsque on vérifie tout ça, et on vérifie que les perceptions étaient bien exactes, donc nous avons vraiment un sérieux problème. Parce que tout ça est véritablement impossible avec un cerveau qui ne fonctionne plus. On sait que dans les conditions optimales de surveillance de nos activités cardiaques, c'est-à-dire dans nos unités de réanimation, de soins intensifs, vous l'avez vu peut-être si vous avez eu des proches hospitalisés dans ces secteurs, on a des électrocardioscopes, et ces électrocardioscopes vous disent précisément à quel moment le cœur s'arrête. Eh bien, le temps que l'arrêt cardiaque se fasse, que l'électrocardiogramme se mette en alerte, que l'infirmière constate l'arrêt cardiaque, qu'elle arrive au chevet de la personne pour prodiguer les premiers soins, massage cardiaque avec seulement 60% de débit cardiaque et donc pas d'activité cérébrale qui récupère, eh bien les 15 secondes sont largement dépassées. Et que dire aussi des arrêts cardiaques qui sont récupérés en SAMU ou dans les soins à distance, donc de tout protocole de réanimation,
sur la voie publique ou à domicile. Bon, là, les 15 secondes, évidemment, sont passées depuis longtemps. Donc, on a un gros problème. Ça veut dire qu'avec un cerveau qui ne fonctionne plus, des personnes ont été capables de décrire ce qui se passait autour d'elles avec un cerveau totalement inactif. Donc, ces recherches ont été publiées dans une revue à comité de lecture, une revue spécialisée aux États-Unis sur les recherches en électroencéphalographie. Ce sont les docteurs Visser, Wieneke, Van Huffelen, De Vries et Baker qui ont publié ça. Et c'est donc connu depuis maintenant 16 ans, hein, c'était en 2001. Donc vous voyez que l'information qui est difficile à digérer a du mal à passer. Alors, pourquoi ai-je proposé cette modélisation de la conscience? Tout simplement parce que il y avait des observations qui sont faites régulièrement et que tout le monde peut constater et qui montrent que ça ne colle plus avec la théorie matérialiste du cerveau, sécréteur de conscience. Pour l'observateur, quelqu'un est inconscient lorsque il est immobile, qu'il ne bouge plus, qu'il a les yeux fermés, c'est-à-dire en période de sommeil, en période de coma, en période d'anesthésie générale ou en période de mort clinique, c'est-à-dire en période d'arrêt cardiaque ou d'électroencéphalogramme plat. On a l'impression que ces personnes sont inconscientes et pourtant 35% des personnes qui sont endormies déclarent avoir reçu des informations pendant leur sommeil. Certains disent avoir reçu des intuitions, des prémonitions. On parle des rêves prémonitoires, des informations, des découvertes aussi qui ont été faites pendant le sommeil. Pendant le coma, 5% des personnes interrogées ont été capables de décrire les personnes qui venaient les visiter. On les pensait profondément inconscientes et 5% d'entre elles ont pu décrire l'habillement des personnes qui se trouvaient en salle d'attente, par exemple, ou sous le porche d'un hôpital, alors qu'elles étaient dans le coma. Pour l'anesthésie générale, 2%, c'est encore moins. En anesthésie générale, on a des personnes qui sont capables de décrire non seulement leurs propres opérations, mais aussi celles qui se passent dans un autre bloc. En période de mort clinique, on a 18 à 65% des personnes qui ont été capables de décrire cette expérience telle que je vous l'ai décrite à l'instant, c'est-à-dire l'expérience de mort provisoire. Je pense qu'il est plus logique d'appeler une expérience de mort provisoire ces fameuses expériences de mort imminente. La mort n'est pas imminente, elle n'est pas proche, near death experience, elle est déjà là, la mort clinique est déjà là. Et elle est rendue réversible parce que, justement, les progrès de la réanimation faisaient qu'elle devenait réversible. Alors, c'est 12 à 18% chez les adultes, mais 65% chez les enfants. Et on peut se dire, mais pourquoi pas 100%? C'est la question que l'on se pose. Pourquoi n'y a-t-il pas 100% de personnes qui, à leur réveil, comme vous, tous les matins, se souviennent de tout ce qui est arrivé dans la nuit, de toutes les informations reçues? Pourquoi n'y a-t-il pas 100% de comateux? Pourquoi 100% de personnes qui se réveillent d'une anesthésie générale ne sont pas capables de décrire leurs interventions? Pourquoi il n'y a pas 100% de personnes qui, une fois leur cœur arrêté, ne font pas ces fameuses incursions dans l'au-delà? En fait, je pense que 100% des personnes font ces expériences, mais nous avons une censure très active qui vient d'une autre forme de conscience que j'appelle celle-là la conscience analytique cérébrale. Conscience intuitive extra-neuronale, conscience analytique cérébrale. La conscience analytique cérébrale étant le frein et la censure de toutes nos informations qui ne sont pas conformes avec nos apprentissages. Et plus nos apprentissages seront importants, et plus ils seront prolongés, et plus la censure sera forte, plus le filtre de notre conscience analytique cérébrale sera important. Et les informations qui sont scandaleuses pour les réflexions que l'on se fait vont être éliminées. C'est pour cela que nous avons chez les enfants 65%, d'après les chiffres de Mel Milmore, 65% des enfants qui font des arrêts cardiaques sont capables de nous raconter ces fameuses expériences de mort provisoire, alors que nous n'en avons que
12 à 18% chez les adultes, tout simplement parce que les enfants ne filtrent pas la conscience analytique, les apprentissages sont encore faibles et ils n'ont pas eu ce travail à faire. Il est vrai que les enfants ont des capacités de conscience intuitive extraneuronale beaucoup plus développées que les adultes. D'ailleurs, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, certains jouent avec des amis invisibles, ont des perceptions médiumniques, ou se rappellent de leur vie antérieure. Et ensuite, au fur et à mesure des apprentissages, eh bien, tout ça, évidemment, devient filtré et devient exclu. Alors, cette conscience analytique, vous voyez, elle est relayée à nos perceptions sensorielles. Perceptions sensorielles, vous voyez, des informations visuelles, olfactives, auditives, gustatives ou tactiles, vont nous donner notre perception dans le temps et dans l'espace. Tout ça va être trié au niveau de l'analyse et nous allons exclure ce qui ne convient pas. Les expériences de mort provisoire ne conviennent pas à notre analyse et elles sont exclues dans la majorité des cas. Un petit test ici des effets de cette conscience analytique. Vous voyez la première phrase, il y a la moitié des mots qui sont faux et pourtant vous arrivez, votre conscience analytique arrive à substituer les lettres et à reconstituer la phrase. Si vous pouvez lire ceci, vous avez aussi un drôle de cerveau. La deuxième phrase est encore plus compliquée puisqu'il y a une minorité de lettres, mais la conscience analytique peut travailler et vous faire lire « Un beau jour d'été, j'étais sur la plage, je regardais deux jeunes filles ». La conscience analytique aura trié, exclu les lettres qui ne convenaient pas et les aura substituées. La conscience analytique nous joue des tours, notre cerveau nous joue des tours, c'est le principe de l'illusion d'optique. Notre réalité observable n'est pas celle qui est la bonne. Et enfin, dans la dernière phrase, la majorité des gens de cet amphithéâtre vont lire « Il va à la plage » alors que ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Et il y a écrit « Il va à la plage ». Votre conscience analytique aura supprimé le mot là. Donc, ce que je propose, c'est une conscience intuitive extraneuronale qui est complètement dissociée de cette conscience analytique et qui, curieusement, est reliée à toutes nos perceptions extrasensorielles qui sont farouchement niées par la communauté scientifique bien pensante. Cette conscience intuitive, elle va nous relier à tout un tas de choses. La conscience intuitive de nos défunts, puisqu'elle est immortelle, la conscience intuitive de nos défunts va être reliée par cette conscience intuitive pour nous donner des perceptions médiumniques. Des perceptions qui ne seront pas toujours bonnes. Et il y a un certain nombre de faits divers qui nous montrent que des perceptions peuvent entraîner des possessions, ce qu'on appelle des possessions, c'est-à-dire des idées qui nous arrivent et qui ne sont pas du tout correctes, en fait, de compte. C'est peut-être, par exemple, vous l'avez régulièrement sur la grande presse, un père de famille tout à fait respectable qui, d'un seul coup, va venir commettre une exaction, on va l'arrêter et puis il dira je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai entendu des voix dans ma tête, on m'a dit de faire ça. Il a été victime de ce genre de phénomène. Alors évidemment en médecine on exclut tout ça et dans la vie civile aussi, donc qu'est-ce qu'on fait? On enferme ces personnes pour qu'il n'y ait pas de récidive dans des prisons ou dans des camisoles chimiques, enfin c'est la même chose. Donc on essaye d'isoler ces personnes mais on ne sait vraiment pas comment les soigner. Au Brésil, il y a des approches tout à fait différentes. Le Brésil qui est beaucoup plus ouvert à tout ce qui est du monde de la spiritualité, où des médiums travaillent en concert avec des psychiatres pour essayer de régler ce problème de possession. Et puis aussi, on peut être relayé à une banque de données universelle, la conscience universelle. C'est ce que Erwin Laszlo appelle les champs akashiques ou Robert Sheldrake les champs morphogénétiques. Ce sont des informations qui circulent. Et ces informations qui circulent peuvent être captées par certaines personnes qui ont une conscience intuitive particulière pour recevoir ces messages. C'est pour cela que les grandes découvertes de cette planète ont été faites pratiquement simultanément. C'est pour cela que des artistes ont commis des œuvres
culturel, pictural ou romanesque ou musical, sans qu'il y ait plagiat ou quoi que ce soit. Ils ont été connectés à la même source. C'est aussi les phénomènes, ce sont aussi les phénomènes intuitifs. Information de la conscience intuitive reliée au temps. Lorsque nous sommes dans cette approche-là, nous avons des personnes qui sont capables d'avoir des visions sur ce qui va se passer à distance, des flashs de voyance, des prémonitions, et même le remote viewing ou la vision à distance pourrait être intégrée dans ce phénomène-là. On peut avoir aussi être relié à une conscience intuitive d'un sujet vivant. Et ce sont les phénomènes télépathiques qui ont été aussi décrits par Robert Sheldrake, mais on a beaucoup de témoignages, et je reçois beaucoup de témoignages de mamans en particulier, comme quoi les femmes seraient prédisposées à faire ce genre de communication avec leur enfant plus que les papas, qui sont sûrement plus dans la conscience analytique. Et ces mamans ont été alertées lorsque leurs enfants allaient mal. Par exemple, je pense à ce témoignage de Gisèle qui, en pleine nuit, ne sait pas pourquoi, elle se réveille et elle va venir donc dans la chambre de son fils qui était en train de s'étouffer avec les barreaux de son lit. Et elle dit, il m'a appelé par télépathie. J'avais aucune raison de me réveiller. Donc ce phénomène existe. On ne peut plus le contester maintenant. Et puis enfin, le sujet qui fâche, je dirais, puisque quand on est un scientifique, on ne parle pas de Dieu, mais enfin, moi je ne fais pas du tout de prosélytisme, je ne sais pas quelle couleur il a, ni quelle saveur, mais en tout cas, je pense quand même, quand on est logique, on doit parler d'un grand architecte quelque part. Je ne suis pas franc-maçon non plus, pour parler de grand architecte, mais il faut être logique quand même. La création de l'univers, ce Big Bang, avec cette précision d'orfèvre, les frères Bogdanov le savent, le nombre pi par exemple, et nous en parlerons le 17 mars, tout a été savamment orchestré. Einstein l'a dit lui-même, il a dit Dieu ne joue pas au dé. Il a eu cette image magnifique, il a dit la création de l'univers, c'est comme si on avait balancé toutes les lettres de l'alphabet en l'air et qu'on retombe au sol une encyclopédie. C'est inouï la précision avec laquelle tout est déterminé. Et chaque fois que nous sommes reliés à l'amour conditionnel, nous sommes reliés à Dieu. C'est la façon de se relier à Dieu, nous disent les expérienceurs. Moi, je ne fais que répéter ce qu'ils disent. Ils nous disent que quand ils étaient dans l'amour inconditionnel, cet amour tellement puissant qui balaye d'un revers de main tous les amours terrestres, eh bien, ils étaient dans l'amour divin. Ils disent encore que cette expérience avait été la plus bouleversante de toute leur vie. Tellement c'est quelque chose de fort. Et nous, chaque fois que nous sommes dans l'amour inconditionnel, chaque fois que nous donnons à l'autre, eh bien, sans attendre en retour, nous sommes reliés quelque part à Dieu. Ça peut être un père de famille qui va se jeter dans l'eau froide pour sauver un enfant qu'il ne connaît même pas. Ça peut être une marche silencieuse où tout le monde se tient la main après un attentat terroriste, où on dessine des cœurs. On voit bien qu'il y a quelque chose d'inconditionnel là-dedans, dans ces démarches-là. Et nous sommes reliés à Dieu chaque fois que nous faisons ces actes d'amour spécifiques. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Comment il y a ces interactions entre la conscience analytique et la conscience intuitive? Eh bien, il faut savoir que dès que la conscience analytique s'allume, la conscience intuitive s'éteint. Malheureusement, la plupart d'entre nous, puisque je me casse aussi dedans, eh ben, on est incapable de faire taire le bruit assourdissant de notre conscience analytique. J'arrive un petit peu mieux maintenant, j'arrive à méditer, mais c'est très difficile. La conscience analytique, elle ne s'éteint finalement que lorsqu'on dort. Pour la majorité des gens, dès qu'on se réveille, eh ben, d'abord on fait le ménage de tout ce qui est arrivé dans la nuit, on va censurer toutes les informations, et puis ensuite on va calculer tout le temps, on va savoir où on va aller, on va savoir comment va se dérouler la journée, on va apprécier, on va mesurer, enfin on va tout analyser, jusqu'au soir, au moment où on s'endort. On ne sait plus, avant on savait mieux le faire peut-être, mais on ne sait plus, ou on ne sait pas se poser quelque part pour méditer. C'est une façon
de faire taire ce bruit assourdissant, cette conscience analytique qui marche tout le temps. Dès que la conscience intuitive s'allume, eh ben c'est l'inverse, c'est la conscience analytique qui s'éteint. Dès que vous êtes dans ce trip-là, dès que vous êtes en période de méditation, je parle beaucoup avec des médiums, puisque je travaille avec des médiums, je en dirai quelques mots dans quelques minutes, dès que ces médiums ou ces gens méditants sont dans ce voyage-là, eh bien, ils ne peuvent plus analyser ce qui se passe. Et souvent, même les médiums disent « je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne m'en souviens plus ». Ou alors, ils disent « je ne sais pas combien de temps a duré ma séance de médiumnité ». Tout simplement parce qu'on ne mesure plus quand on est dans la conscience intuitive. Alors, la conscience analytique, elle s'éteint quand? Je vous l'ai dit, elle s'éteint pendant le sommeil, elle s'éteint pendant les comas, elle s'éteint pendant l'anesthésie générale, elle s'éteint pendant la mort clinique, pendant la méditation, pendant la prière, pendant les expériences chamaniques. Elle s'éteint aussi, comme l'a montré Stanislav Grof, dans certaines expériences sous LSD. Elle s'éteint aussi avec l'iboga ou l'ayahuasca, avec certaines plantes. Et elle peut s'éteindre aussi par hypnose. La conscience intuitive, elle s'éteint à quel moment? Eh bien, dès que la conscience analytique revient. C'est-à-dire, c'est le réveil d'un sommeil ou d'une anesthésie générale, c'est le retour à la vie, c'est la fin d'une expérience transcendante. Voilà quelles sont les interactions. Voilà le schéma que je propose pour expliquer ce nouveau paradigme de la conscience compte tenu de ces expériences de celles et ceux qui ont connu les arrêts cardiaques. Mais c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? On pourrait se dire. N'y a-t-il pas quelques applications cliniques? Eh bien oui, il peut y en avoir. Déjà, quand on connaît les caractéristiques de la conscience intuitive, cette conscience intuitive nous relie entre nous. Elle nous relie entre nous dans ce schéma-là, qui est télépathique, finalement, on peut communiquer, comme je vous l'ai montré, mais elle nous relie aussi dans un champ de conscience universel. On peut envoyer des informations à ce champ de conscience universel dans la prière, demander à l'univers, faire des demandes à l'univers, et on reçoit des informations ensuite, soit directement, sous forme de messages médiumniques, soit sous forme, on le verra dans un instant, de synchronicité. Donc cette conscience intuitive, extranormale, serait immortelle, nous caractériserait en tant que personne, et passerait au-delà de notre mort matérielle. Les applications cliniques de tout ceci. Comment mettre en pratique ce que je propose? J'ai eu l'idée de faire taire la conscience analytique par différentes techniques de méditation ou d'hypnose. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Ce que j'appelle la transcommunication hypnotique. En faisant taire cette conscience analytique, on va pouvoir allumer cette conscience intuitive qui est en relais avec les consciences intuitives des disparus selon la modélisation médiumnique. Et j'ai eu aussi l'idée, je me suis dit, si mon idée est bonne, de mettre en communication la conscience intuitive des comateux, qui doit être à plein régime, puisque la conscience analytique ne fonctionne plus, avec la conscience intuitive des médiums. Et j'ai débuté une série de tests qui sont probants, comme vous le lirez dans mes livres, qui ont été interrompus, mais qui vont reprendre. Parce que je pense que les médiums qui sont capables de capter la conscience intuitive extraneuronale des défunts devraient être aussi capables de capter les messages de la conscience intuitive extraneuronale des comateux. Vous verrez plusieurs exemples dans mon livre, que ce soit dans cette chose ou dans la conscience intuitive extraneuronale, chez Trédaniel ou l'autre chez First, vous verrez les expériences qui ont été menées avec des médiums qui ont très gentiment accepté de venir et de participer à ces tests en bloc opératoire et en réanimation. Alors, on peut se dire que ça pourrait apporter quand même pas mal de choses à la médecine. Vous savez que la médecine s'ouvre de plus en plus à d'autres paradigmes. On dit qu'elle est coincée, mais moi je trouve que ça avance bien quand même. Vous savez qu'il y a de plus en plus de gens doués, par exemple, pour arrêter le feu, qui ont des listes d'astreintes dans des services de grands brûlés. Et avant c'était tout à fait impossible, mais maintenant on constate. Donc c'est
par le constat des choses et l'efficacité que les choses finissent par se normaliser. Donc c'est comme ça qu'on a introduit les barres de feu dans les services de grands brûlés. C'est comme ça qu'on les fait travailler aussi pour des douleurs post-zostériennes ou des douleurs de radiothérapie, par exemple. On a l'efficacité qui est validée. Et moi, mon idée, ça serait aussi d'introduire certaines personnes, qu'on appelle les médiums, qui sont doués pour percevoir des messages dans des services de réanimation pour savoir s'ils peuvent pas capter des informations de comateux. C'est quand même intéressant. Pour un réanimateur, rien de plus frustré que de ne pas savoir ce qu'un comateux pense. Qu'est-ce qu'il a envie de dire à sa famille? Qu'est-ce qu'il pense de sa situation? Comment il a envie que les choses évoluent? Tout ça, si on a 3 médiums qui, au chevet de la personne, nous disent des informations précises, on va pouvoir peut-être en tenir compte dans nos soins. Donc ça serait quand même une avance considérable. Pas plus tard que hier, une médium que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Geneviève Delpech, était au chevet d'un comateux, à la demande de la famille, puisque Geneviève Delpech est médium, elle travaille avec la police dans les enquêtes, etc. Et là, elle a eu une information très perturbante pour elle, parce que le comateux lui disait qu'il se faisait du souci pour un fils illégitime qu'il avait, et sa femme n'était pas au courant. Et il se faisait du souci, lui demandait de prendre soin de ce fils. Alors, Geneviève a été bouleversée par cette information, et comme elle est intuitive, elle savait qu'il fallait qu'elle donne l'information donc à la femme de ce comateux. Elle lui a donné, et la femme lui dit, mais j'étais au courant, il ne le sait pas, mais je suis au courant. Effectivement, il a un fils illégitime, quelque part, mais je suis au courant, il pense que je ne suis pas au courant. Donc, vous voyez, ça a été validé, l'information a été validée, donc c'est possible. Le concept que je propose de communication de conscience intuitive à conscience intuitive serait possible. Idem chez les Alzheimer. Les Alzheimer comme conscience analytique coupée. Un Alzheimer, c'est un petit peu comme quelqu'un qui a un poste de réception qui est brouillé. Si le poste de réception est brouillé, si votre télévision a des parasites, ça ne veut pas dire que l'émission n'existe pas ou n'existe plus. C'est pour ça qu'il faut s'adresser à ces personnes, à ces comateux, à ces Alzheimer, comme s'ils étaient capables de recevoir tout l'amour que vous allez leur donner. Il faut continuer à leur parler, il faut les toucher, etc. Et la conscience intuitive extraneuronale de ces personnes capte les informations, alors qu'elle donne l'impression qu'il n'y a plus aucune forme de conscience possible. Conscience intuitive du médium avec la conscience intuitive de personnes sous anesthésie générale, ça aussi ça a été fait en bloc opératoire. Pour vous donner un exemple précis, la médium qui était dans le bloc reçoit une information comme quoi elle se faisait du souci pour un fils handicapé. Elle reçoit cette information, elle ne connaissait pas du tout le dossier de la patiente. Le chirurgien manque lâcher le bistouri et dit « Madame, vous avez raison », puisque la médium parlait à voix haute dans le bloc opératoire. Il dit « Madame, vous avez raison. Nous avons reculé 3 fois l'intervention parce qu'elle a un fils handicapé, elle ne pouvait pas le laisser seul. » Donc l'information a été validée ensuite par la personne après son réveil, et effectivement, l'information était exacte. Donc, il y a une façon de pouvoir capter ces informations par le biais de cette conscience intuitive extraneuronale. La conscience intuitive du médium peut être mise, bien sûr, en relation avec la conscience intuitive extraneuronale des défunts, puisqu'elle est immortelle, mais ça, on le sait déjà. Alors, ça débouche sur autre chose. Vous savez, les ateliers que je fais depuis maintenant 2 ans de façon régulière avec l'équipe d'AVC Talk, Marc Leval et Étienne Dupont, nous faisons des ateliers de transcommunication hypnotique. Alors, comment ces ateliers ont été mis en place? En fait, je m'apprêtais de faire une tournée promotionnelle de mes livres au Canada, et mon éditeur me dit oui, c'est très bien les conférences, tout ça, mais les Canadiens, c'est comme les Américains. Ils aiment bien travailler à partir d'un concept qu'on leur propose. Or, il se trouvait que ce concept, je l'avais déjà exposé dans un livre qui s'appelle « Les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie », le concept de la conscience intuitive extraneuronale et de la conscience analytique cérébrale. Et je me disais, c'est impossible, je ne vais pas faire des ateliers en supprimant la conscience analytique cérébrale des participants, en provoquant des arrêts cardiaques, ou en injectant des produits anesthésiques.
comment est-ce que je vais pouvoir faire? Et puis j'avais laissé filer l'idée. Et dans l'avion de retour qui me ramène à Toulouse, puisque mon éditeur est à Paris, la solution m'arrive d'une autre dimension, je dirais. Une synchronicité incroyable. À côté de moi, le passager s'est endormi et sur ses genoux, un magazine ouvert et le titre de l'article qu'il lit, l'hypnose, la solution à tous vos problèmes. Ok. J'ai compris le message. Alors il se trouve que, évidemment, en tant qu'anesthésiste, j'ai des amis qui pratiquent l'hypnose pour endormir les patients et pouvoir les opérer. Donc je me suis formé à cette technique très simple. Vous savez, l'hypnose, ça n'a rien de paranormal ou d'ésotérique, hein. C'est quelque chose, c'est une technique. Et là, en anesthésie, on coupe la conscience analytique cérébrale pour ne plus avoir la perception sensorielle de la douleur. Donc on amène le patient dans des zones qui sont voisines de 10-14 Hz. Là, vous êtes tous là, a priori personne ne dort, donc moi je parle, on est tous à 21 Hz à peu près, parce qu'on écoute, on est attentif, moi je parle, je suis attentif aussi à ce que je dis. Et par une technique de relaxation, de respiration, de rythme de la voix, on va être amené à passer dans des zones qui sont aux alentours de 10-14 Hz, où on va pouvoir suggérer un voyage. On va pouvoir suggérer un voyage, et ce voyage, bon, pour l'anesthésie, on va demander à la personne, par exemple, les pays qu'ils aimeraient bien visiter. Enfin, par exemple, je dis n'importe quoi, mais par exemple, on aimerait bien visiter une île, donc voilà, dans les Caraïbes, et on va amener le patient dans cette suggestion. Donc c'est tout à fait suggéré. Donc le voyage que je propose, moi, pour éveiller la conscience intuitive extraneuronale, c'est le voyage décrit par celles et ceux qui ont vécu des arrêts cardiaques, le voyage de l'expérience de mort provisoire. Mais tout n'est pas suggéré. Je les amène dans le tunnel, je les amène à sortir de leur corps et à, effectivement, être en contact avec cette lumière d'amour inconditionnel. Et là, je les laisse là. Je ne suggère rien là. Donc, il y a 4 périodes, 3 ou 4 périodes, plutôt 4 maintenant, de 6 minutes. Et c'est dans ces périodes-là où je ne dis rien, où rien n'est suggéré, je le répète, que les informations arrivent. Donc on ne peut pas dire l'hypnose est une suggestion. Je ne suggère rien, je ne suggère que le voyage pour atteindre cette dimension. Et une fois arrivé dans cette dimension, eh bien, voilà, les messages arrivent, l'information arrive. Voilà comment on conçoit ces ateliers. Alors, ces ateliers, il faut bien dire qu'ils connaissent un succès considérable, puisqu'on a des retours tout à fait étonnants. Ce que je pressentais être une découverte l'est vraiment, puisqu'il y a des gens qui vivent vraiment des expériences extraordinaires, et qui me font dire que ce ne sont pas des hallucinations. Pourquoi? Parce que ces vécus sont bien différents des hallucinations ou des rêves. Et les mieux à même de donner la différence entre quelque chose de réel, comme perception médiumnique, et quelque chose qui a été rêvé, ce sont les médiums eux-mêmes. Et les médiums qui ont participé à ces expériences sont tous unanimes pour reconnaître que le contact est réel, que les informations médiumniques qu'ils ont reçues correspondent bien aux informations qu'ils reçoivent, eux, en médiumnité. Il y a aussi des gens qui reçoivent des informations inattendues. Des gens qui, par exemple, comme cette femme qui était dans un atelier, s'attendait à voir son mari décédé, et elle était venue pour ça d'ailleurs, et puis elle ne pensait même plus à son père décédé qui est venu lui demander pardon pour quelque chose de très intime qu'elle n'a pas voulu me communiquer, mais en fait, cette chose intime l'avait bouleversée au point qu'elle pleure en nous racontant cette expérience. Il y a des informations qui arrivent et qui n'étaient pas connues au moment de l'expérience et qui sont validées après. Donc tout ça font dire que, cet ensemble de choses fait dire que l'expérience de communication avec la conscience intuitive extraneuronale n'est pas un rêve ou une hallucination ou quelque chose qui a été suggéré. Alors, les choses se passent de la façon suivante. Donc nous sommes chaque fois 40 personnes au cours de ces ateliers. Ça nécessite beaucoup de travail, parce que même si l'atelier ne dure que 3 heures,
Il y a 2 heures d'installation, 2 heures de démontage, il y a 600 mètres de câbles, il y a 40 fauteuils relax, 40 fauteuils droits, 40 mètres linéaires de table, une table de mixage, une personne qui s'occupe pour faire fonctionner ma voix de façon à la rendre synchro avec la musique hypnotique qu'on a choisie, une musique spécifique pour l'hypnose, avec un effet relief sur gauche-droite pour remplacer l'effet hypnotique. Il y a aussi Lionel Dupont qui s'occupe de ça, toute la partie son. Il y a Marc Leval qui a une activité très intense pour ses ateliers parce que non seulement il est présent dans toutes ces phases, 2 heures de montage, 2 heures de démontage, 3 heures d'atelier, mais aussi il doit gérer tout l'avant et tout l'après, parce que c'est lui qui, avant qu'il me passe les personnes concernées qui veulent des renseignements supplémentaires ou d'un suivi, il doit gérer, trier, savoir qui prendre, qui ne faut pas prendre, renseigner, etc. Enfin, tout ce matériel tient dans un camion qui se déplace, puisque nous allons un petit peu partout. Nous serons à la fin du mois en Belgique, nous irons en Suisse à la fin de l'année, 3 décembre, dans les villes de France. Ici à Toulouse, on va faire 2 ateliers par mois, à partir du mois de janvier, puisque la demande est tellement importante. Nous irons au Canada aussi, non pas avec le camion cette fois, mais avec des containers. Donc vous voyez que tout ça a un coût, parce qu'on me pose la question, on trouve que c'est cher. Moi, je ne suis pas du tout là pour faire de l'argent, vous le savez. J'ai un métier qui me rapporte suffisamment d'argent pour vivre. Je risque à tout moment de perdre parce que je fais des choses un petit peu borderline, mais c'est pas avec ces ateliers qui coûtent 80 € pour 3 heures, c'est vraiment pas, je veux dire, compte tenu l'investissement personnel que ça représente, c'est vraiment pas, je dirais, le minimum pour que ça puisse fonctionner. En plus, ça me permet de continuer mes recherches de façon totalement indépendante. Je ne dépends de personne. Je ne dépends que de vous, que des personnes qui sont comme moi des chercheurs, puisque les TCHistes, je les appelle comme ça, les TCHistes, ceux qui ont la gentillesse de venir à ces ateliers pour mes recherches, eh ben, ce sont eux qui font vivre ces ateliers, personne d'autre. Il n'y a pas d'annonceurs, il n'y a pas de fonds publics, il n'y a pas de fonds privés, il n'y a pas de laboratoires médicaux, heureusement. Non, j'ai rien dit. Donc, je veux dire, ça fonctionne de façon totalement indépendante, en freelance, et le fruit de ces recherches seront publiés. Puisqu'on me pose aussi la question m'est posée, voilà, je vous explique pourquoi 80 €, et je vous explique aussi que les résultats de ces recherches n'auront pas besoin d'être validés par un expert ou par un huissier, puisque, comme vous le savez, les médecins, docteurs en médecine, sont des gens assermentés. Nous avons prêté serment, le serment d'Hippocrate, et nous pouvons publier des résultats scientifiques. Nous n'avons pas du tout besoin ni de statisticiens, ni d'experts, ni quoi que ce soit. On peut diriger des thèses de doctorat en médecine et on peut publier des études scientifiques sans avoir besoin de qui que ce soit. Voilà, pour refermer la parenthèse. Donc ce n'est pas parce que je travaille seul que mon étude ne sera pas valide. Alors, ces gens qui partent comme ça en voyage pendant 3 heures sont reliés à des communications qui sont parlantes ou pas pour ces personnes. Les questionnaires qu'ils ont à rendre de façon tout à fait objective à la fin de l'expérience sont très simples. C'est oui ou c'est non. Bon, là, je vous ai mis où c'était oui, hein. Puis c'est une démonstration avec les mieux. Il y en a où c'est non. Il y en a où ça ne marche pas. Alors, soit c'est l'hypnose qui n'a pas marché, soit la conscience analytique cérébrale a été trop forte. Alors, c'est exploitable, évidemment, tout ça, parce qu'on répond par oui ou par non. Alors, j'ai pas mis peut-être, mais il y a quand même des malins qui ont mis la croix entre les deux, donc je vais être obligé de rajouter peut-être dans cette étude. Et les résultats, les premiers résultats, puisque nous allons atteindre plusieurs milliers de participants avant la fin de l'année, là c'est le résultat sur les 320 premiers participants.
Vous voyez, l'âge moyen est de 46 ans, entre 19 et 85 ans. Alors là, ça va être dépassé puisqu'on a eu 94 ans. Une personne, et en plus elle a eu des choses formidables. 94 ans qui est venue à un dernier atelier. Le sexe, on peut dire légère prédominance, oui, 60%, 59% de femmes, 41% d'hommes. De manière générale, la conscience intuitive extraneuronale fonctionne mieux chez les femmes, en plus. On parle bien de l'intuition féminine, n'est-ce pas? Donc voilà. Dans 21% des cas, il s'agit d'enseignants, de personnes qui ont l'habitude de faire du yoga ou du reiki, du coaching, des hypnothérapeutes ou des médiums. 21%. C'est d'ailleurs avec ces personnes-là que ça marche le mieux, parce que ce sont des personnes qui ont l'habitude de se couper de la conscience analytique cérébrale et ils partent plus facilement dans la conscience intuitive extraneuronale. Personnel de santé, infirmières, diplômés d'État, aides-soignantes, 18%. 15% ce sont des professeurs des écoles, des lycées. 13% des professions libérales, des chefs d'entreprise. 10% ce sont des retraités. 9% ce sont des étudiants. 7% ce sont des médecins. Sans profession, 5% et autres, 2%. En ce qui concerne la religion, majorité de catholiques ou sans religion. 42% de catholiques, 40% sans religion. 6% de bouddhistes, 4% autres. Alors c'est tellement divers que la religion du cœur, enfin, dès qu'on met ça, je mets autres. 1% de musulmans. L'habitus, 39% ont l'habitude de méditer. Pour 96%, c'était la première fois qu'ils assistaient à une séance d'hypnose et qu'ils y participaient. Et c'est là que c'est le plus intéressant, les résultats de la séance. 97% ont réussi à se relaxer et à suivre au moins 3 des suggestions que je donne pendant l'atelier. 64% ont ressenti la transmission énergétique, c'est-à-dire la montée et la descente des chakras avant la sortie de corps. 82% ont eu la sensation de sortir de leur corps. 65% ont eu la sensation d'avoir été en contact avec un défunt. Et c'est ce chiffre qui est le plus surprenant et qui nous conduit à poursuivre ces ateliers. Et évidemment, les gens viennent surtout dans cet espoir-là. Je suis moins bon qu'Alan Botkin. Je viens de lire son livre il n'y a pas très longtemps. Alan Botkin, c'est un neuropsychiatre américain qui finalement fait la même chose que moi, mais avec le MDR. Vous savez, le mouvement rapide des yeux. Il a mis au point cette technique parce qu'il était en thérapie, enfin il faisait donc des séances de thérapie de vétérans de la guerre du Vietnam qui avaient subi des chocs post-traumatiques. Et il y en avait un qui n'arrivait pas à soigner jusqu'au jour où ce patient a été en contact avec une jeune femme, enfin l'esprit de cette jeune femme, un contact médiumnique, qui n'avait pas pu sauver une jeune femme, et à partir de ce moment-là, il a été guéri. Et il a dit, c'est le contact avec les défunts qui guérit les gens. Donc maintenant, il a mis au point cette technique dans ce sens-là. Il a ce livre chez Guy Trédaniel, Contact avec les défunts, une méthode révolutionnaire pour traiter le deuil. Donc, vous voyez, il a fait à peu près la même chose que moi, mais lui avec le MDR et moi avec l'hypnose. Et lui, il obtient des meilleurs résultats, puisqu'il est à 75% de contact avec les défunts par cette méthode de MDR, alors que moi, je suis 10% de moins. 35% pensent avoir communiqué avec un défunt, 22% avoir reçu des informations du défunt. 54% sont satisfaits, 22% sont très satisfaits. Donc vous voyez que ce chiffre, finalement, de 76% dépasse les 65% de contact avec les défunts. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de contact avec les défunts, mais qui sont malgré tout satisfaits de leur séance. Parce que tout simplement, cette séance leur aura montré qu'il y a cette possibilité d'avoir une connexion différente, de se servir de leur cerveau de façon différente, de se faire taire ce bruit assourdissant de cette conscience analytique cérébrale. 22% décevants et 3% très décevants. Alors plutôt que ces chiffres, je vais vous lire quelques témoignages, 3. 1 où ça a marché et 2 où ça n'a pas marché. Alors 1 où ça a marché, j'ai choisi de vous lire le témoignage d'une journaliste qui était venue tester cet atelier à Toulouse, journaliste de
la revue, peut-être vous connaissez la revue de Stéphane Alix, Inexploré, et cette revue est bien en avance sur son temps, puisqu'elle a proposé ce documentaire sur les ateliers que je propose. Et cette journaliste qui faisait partie, heureusement, l'univers s'est bien arrangé avec ça, elle faisait partie des 65% qui ont été en contact avec un défunt. Donc il y a 4 pages sur le trimestriel de Inexploré, que l'on trouve encore dans les kiosques jusqu'à fin septembre. Alors voilà comment elle décrit l'expérience. Je pense que comme c'est une journaliste, elle décrit tout à fait bien les choses. C'est pour ça que j'ai choisi de vous la lire ici. Pour l'heure, nous voici allongés dans des transats, prêts pour le départ. Le docteur Charbonnier nous initie à la respiration abdominale et la relaxation, qui sont adaptés à ce processus, ainsi qu'à la méthode d'ancrage au sol et à la montée des 7 chakras, les centres d'énergie, que nous aurons à accomplir. Avant la sortie du corps, après une prière collective pour demander à nos guides de veiller à ce que la séance se passe bien, casque HD sur les oreilles et bandeau sur les yeux, l'hypnose commence. La voix enveloppante du docteur Charbonnier nous guide, accompagnée par une musique spécifique. L'ascension des chakras nous mène au chakra couronne, Samsasara, au sommet du crâne, souvent décrit comme point de sortie du corps lors des EMI. Invité à quitter notre planète Terre, je la vois s'éloigner, petite bille bleue fondue dans le cosmos, passage ensuite dans un cylindre, d'autres diront un tunnel noir, pour atteindre le monde des esprits. Installé sur un banc nimbé de brouillard, je laisse venir, et je vois des formes et des visages. Je perçois des trouées de paysages luxuriants et des formes distinctes. Des formes indistinctes, pardon. Émotion. Voilà ma mère décédée, il y a 20 ans, quasiment jour pour jour qui s'avance. Muette et souriante, je lui pose une question intime en lien avec un chaos traversé en famille. Surprise. Au lieu d'une réponse directe, elle évoque une incroyable synchronicité vécue en 2012, reléguée dans mes souvenirs. Alors, en pleine écriture d'un livre sur les phénomènes de conscience accrue à l'approche de la mort, ouvrage qui m'a permis de rencontrer le docteur Charbonnier, donc par rebond, d'être présente à cet atelier de TCH. Je doutais de poursuivre l'aventure. Or, j'avais trouvé un livre abandonné sur un banc dédié à ce thème. Y voyant un présage, j'avais poursuivi l'écriture. Ma mère m'annonce que c'est elle qui m'a fait ce signe. Enfin, c'est ce qui me mène ce soir-là à cet atelier et à notre rencontre. Tout comme tu as trouvé ce livre, tu recevras la réponse à ta question en temps utile. Ça, c'est ce qu'elle entend. Me rassure-t-elle, me laissant sur ma faim, mais profondément confiante car accompagnée désormais. Ce qui m'étonne, c'est que jamais ma conscience ordinaire n'aurait créé sur le vif un tel scénario. Après avoir été invité à remercier à notre façon l'univers, nous prenons la route de retour. Comme d'autres, je ressens des picotements et des douleurs diffuses lorsque je retrouve mon corps. Au moment de décrire l'expérience, je me sens immensément sereine, en joie, mais sans exaltation. Alors, réalité ou pure création de mon esprit? Je pose encore la question. Quoi qu'il en soit, le résultat est là. Le récit de mes co-voyageurs fait écho en moi. Quand on vit ça en groupe, un égrégore se forme, et l'expérience est plus forte, et l'émotion palpable. C'est pour cela que je ne veux pas faire de ces ateliers des disques CD ou des DVD, parce que je pense qu'il y a des protections à avoir avant de faire ça. On ne peut pas demander ça en kiosque, acheter sa séance de TCH et la faire chez soi. On a des protocoles, on fait une ronde avant ces ateliers, on a un protocole de prière, enfin bref, on se protège, parce que c'est comme si on vendait des tablettes de Ouija. J'ai encore vu, il n'y a pas longtemps, à la Belge, justement, dans un magasin de jouets, une tablette de Ouija. Je trouve ça complètement stupide, parce que c'est vraiment dangereux. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut l'être. Je vous ai parlé des possessions en introduction, mais je pense que c'est un phénomène qui existe. Alors, je vais vous lire, pour finir, 2 témoignages petits qui sont dans ce livre, La conscience intuitive extra-normale. Pardon? Ah, il faut conclure, on n'a pas les questions, non?
Ah, d'accord, d'accord. Bon, je voulais faire un échange avec vous pour les questions, mais ça va pas être possible. Alors, je lis rapidement, j'en ai pour 3 minutes. Après, alors, ça n'a pas marché avec ces deux personnes. Après votre atelier TCH, nous sommes rentrés chez nous avec mon ami, nous nous sommes reliés pour conduire et nous avons roulé toute la nuit. J'ai pu dormir 3 heures. Nous habitons en bord de mer, près de la frontière italienne. Nos maris ont été tués dans le même accident d'avion. Sur le chemin du retour, j'avais le cœur serré, car mon ami avait vu son mari pendant notre hypnose. Il avait même tenu par la taille et elle avait en même temps senti un courant d'air froid, alors que la clim de la salle où nous étions n'était pas en route. Il lui avait dit qu'il l'aimait et qu'il l'aimerait toujours, et qu'il se retrouverait pour s'aimer encore, plus fort qu'avant. Elle avait eu tout ça et moi rien. Mon mari n'avait pas voulu ou pu venir. J'étais un peu jalouse, je trouvais qu'elle avait beaucoup de chance et je l'enviais. Pourtant, la séance d'hypnose était bien partie pour moi. Je suis sortie facilement de mon corps, j'ai vu la terre s'éloigner au milieu des étoiles, et quand je suis arrivé dans l'au-delà, je suis resté seul. Je n'ai vu qu'un très beau paysage coloré, mais personne n'est venu. J'ai vu des silhouettes qui se déplaçaient au loin, flottaient au-dessus d'une prairie très verte, mais aucune n'est venue vers moi. Quand mon ami m'a déposé devant chez moi, au petit matin, contrairement à elle qui était épuisée, je n'avais pas sommeil. Les 3 petites heures que j'avais eues dans la voiture m'avaient suffi. J'ai pris une douche et je suis sorti aussitôt. Je marchais sur la plage en fumant une cigarette pour rejoindre le bistrot où j'allais de prendre mon petit déjeuner. Je me demandais s'il serait déjà ouvert, car il était encore très tôt. En marchant, je repensais cette nuit que je venais de vivre et qui semblait être un joli rêve. Je me remémorais mon hypnose, votre voix si particulière qui amène à faire ce voyage très spécial qui fait tant de bien quand on est dans le malheur. C'est alors que j'ai entendu la musique. C'était très net et assez fort. Pourtant, j'étais seul sur la plage, et les habitations que je longeais étaient trop loin pour jouer une musique aussi forte. La chanson était celle qui m'avait fait connaître mon mari, l'été indien, de Jodassin. Je ne connaissais pas encore celui qui allait devenir mon mari, mais il m'a embrassé dès ce premier slow. À cette époque, c'était comme ça que les garçons draguaient les filles. Il les embrassait avant de les connaître, et ensuite on voyait si une histoire d'amour pouvait se faire. La nôtre a duré 32 ans. En même temps que j'entendais cette musique de Jodassin, j'ai senti très nettement son parfum. Celui que je lui ai toujours connu. À chaque anniversaire, à chaque Noël, il avait son flacon, car j'adore ce film. Mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai continué à marcher et j'ai regardé une inscription dans le sable qui était à peine lisible, car les vagues l'effaçaient. Il y avait écrit Christian. Christian, le prénom de